Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un top 10, on va parler de romans dystopiques. Je vous ferai la même chose pour les BD mais dans une autre vidéo, si ça vous intéresse bien sûr. Bon, la dystopie, ça se passe dans un monde qui est plutôt sombre et qui est pas du tout idéal. En général, les puissances qui sont au pouvoir ont érigé des règles assez contraignantes et les populations perdent plus ou moins leur libre arbitre et voilà, c'est clairement pas un monde rêvé. Donc je vous ai sélectionné 10 romans, 10 histoires de dystopie. Et on va passer tout de suite à la numéro 10. Où est mon téléphone? Ah, il est là. Et je vous ai sélectionné pour le numéro 10, Silo, de Hugh Howey. On est dans un monde où il y a eu une catastrophe, peut-être une catastrophe nucléaire, en tout cas l'air est radioactif, l'air est toxique, et dès que vous le respirez, vous mourrez quasiment instantanément, sauf si vous avez une combinaison, et là vous tenez 5 minutes. Wouh. C'est chaud. Donc, nous on se concentre en fait sur des silos, et on se concentre en majorité sur un seul, où se passe la majeure partie, en tout cas du tome 1. Vous avez des silos avec un diamètre qui est gigantesque, où vous pouvez avoir donc des personnes qui logent dedans. Et vous avez surtout différents étages. Vous avez une partie du silo qui est au-dessus de la surface, donc qui a vue, ils ont une vue en fait sur ce qui se passe, et vous avez bien sûr une énorme partie, genre la majeure partie du silo qui est sous terre, et qui elle est dans le noir, et donc forcément, ceux qui vivent en haut, ce sont les riches, ceux qui vivent en bas, ce sont plutôt les pauvres. Et en fonction aussi de votre métier, vous allez être plus ou moins haut. Par exemple, si vous êtes dans les machineries, dans les usines, vous êtes en bas. Si vous êtes médecin, vous êtes plutôt en haut. Si vous êtes dans la police, vous êtes en haut, etc. Je pense que vous avez compris. Et en fait, tout le monde, parce que forcément la démographie, c'est quelque chose de très important, il faut contrôler les naissances et tout le monde ne peut pas avoir d'enfants, il y a un système de loterie, etc. On suit en fait dès le début 2-3 personnages, donc un qui est policier et qui va faire une enquête en bas, donc on va le suivre, descendre, on va descendre avec lui en fait dans les profondeurs et découvrir en fait les entrailles de ce silo. On découvre, alors lui il le sait, mais que dès qu'une personne est condamnée à mort, en fait il est mis à l'extérieur, on lui met quand même une combinaison pour qu'il survive 5 minutes. Pourquoi? Juste pas parce qu'on est sadique, quoique un petit peu, c'est parce que comme ça cette personne elle a 5 minutes pour laver les carreaux des riches pour qu'ils aient une belle vue et qu'ils voient en fait le monde, parce que les carreaux en fait se salissent très vite. Voilà. Donc à un moment, la population se pose des questions de comment le monde a été ravagé, pourquoi, par qui, est-ce que ce système est très égalitaire? Spoiler, pas forcément, voilà, donc tout tourne autour de ça dans Silo. On passe maintenant au numéro 9. Alors, en numéro 9, j'ai mis Hunger Games. Bon, Hunger Games, je pense que vous êtes beaucoup à connaître, donc on va le passer très rapidement, mais si vous ne le connaissez pas, eh bien je vous encourage à découvrir en fait ce monde où on est donc plutôt en Amérique du Nord, je crois, et il y a un État où au milieu il y a le Capitole avec le président Snow, et autour vous avez plusieurs districts. Plus vous êtes dans un district proche du Capitole, donc plus vous avez un numéro qui est bas, le 1, le 2, le 3, plus vous êtes riche. Plus vous avez un numéro qui est en périphérie, donc le maximum c'était 12, je crois qu'il y en avait un 13e mais qui était détruit, bah là vous êtes pauvre. Donc il y a eu un jour une insurrection qui a été arrêté donc par le Capitole, et pour contrôler la population, ils ont décidé de le contrôler par la peur. Et tous les ans, il y a un jeu mortel qui s'appelle le Hunger Games, qui est organisé, et dans chaque district, 2 enfants sont pris au hasard, un garçon et une fille, pour participer à un jeu télévisé, et ce jeu télévisé, il n'y a qu'un seul gagnant, donc c'est-à-dire qu'ils doivent tous s'entretuer, c'est une sorte de battle royale, pour savoir qui est le gagnant. Et voilà, donc nous on suit l'héroïne qui est sélectionnée dans le district 12, Katniss, et voilà, et elle va monter au Capitole pour participer au Hunger Games, et il se passe bien sûr plein de choses autour. Voilà, on va passer assez rapidement parce que je pense que vous êtes plein à le connaître, ce livre. Numéro 8, on va parler du meilleur des mondes d'Aldous Huxley. J'arrive jamais à le dire celui-là. Alors, le meilleur des mondes, c'est une dystopie pure et dure. Il n'y a plus de religion. Je crois qu'on peut plus étudier l'histoire pour savoir ce qui s'est passé avant. On peut... bon, la liberté d'arbitre, le libre arbitre n'existe plus, forcément, et c'est même pire, on peut plus se reproduire pour faire des enfants. Non, tout se fait en éprouvette, et les embryons, c'est même pire, ils sont modifiés en fonction des besoins
de la société. On est un peu comme dans des fourmis, c'est-à-dire que si on a besoin d'ouvriers, on va modifier l'embryon pour que les futurs bébés et les futures personnes ensuite qui vont grandir soient faits pour être ouvriers. Donc des conditions, ils vont être peut-être plus trapus, plus costauds, et on va même jusqu'à modifier les embryons pour modifier les goûts des personnes. Par exemple, lui, j'ai pas envie qu'il aime des épinards, je dis des bêtises, hein, mais lui, par exemple, je veux pas qu'il aime, je sais pas moi, les femmes, enfin voilà, je dis n'importe quoi, mais c'est pour l'idée jusqu'où ça va, voilà, donc ça c'est le meilleur des mondes, et je crois que c'est un livre qui a été écrit il y a très très longtemps, c'est pas il y a 100 ans, mais on est au moins, c'était avant-guerre, hein, je crois, Aldous Huxley. Donc voilà où est-ce qu'on va. À côté de ça, il y a aussi des populations qui ne suivent pas ce modèle et qu'on appelle des sauvageons, mais ça c'est dans le Game of Thrones, ça va être un truc, c'est un terme dans ce goût-là. Alors, en numéro 7, on rejoint une thématique qu'on a retrouvée dans Hunger Games, et que d'ailleurs j'ai cité. Je vais vous proposer le livre, je crois que c'est japonais, Battle Royale, qui a inspiré le film Battle Royale, que peut-être vous avez vu, qui était sorti dans les années 90 ou début 2000. Alors l'histoire de Battle Royale se situe donc au Japon, on est dans les années 90. Le Japon, c'est vraiment barricadé du reste du monde. Son grand ennemi, ce sont les États-Unis, et pas mal d'autres pays d'ailleurs. Dans l'idée de combattre leurs grands ennemis que sont les Américains, ils font des études militaires sur plusieurs collèges, sur plusieurs élèves, pour voir un petit peu qui sont les plus forts, les garçons ou les filles, quel type d'armes il faut utiliser. Et ça, pour le savoir, il faut faire un essai grandeur nature. Donc comment ils font? Eh bien, chaque année, il y a un collège qui est sélectionné, et une classe en particulier, et cette classe, en fait, se retrouve sur une île. C'est un peu comme du Hunger Games, il faut qu'il n'y ait qu'un survivant. Alors là, j'ai un souvenir, je crois plutôt du film japonais, où je me souviens que les élèves, ils ont un collier, je sais plus si c'est le cas dans le livre, mais ils ont un collier explosif, c'est-à-dire que si vous refusez de vous battre, ou vous faites quelque chose qui ne correspond pas aux règles, le collier explose et vous mourrez. Oui, c'est assez gore. Ce sont des thématiques en ce moment qui reviennent un peu à la mode, où il y avait eu Hunger Games, mais je sais pas si vous regardez sur Netflix, en ce moment il y a Alice in Borderland, la saison 1 et la saison 2, on est sur exactement la même chose. Voilà, les Battle Royale, Battle Royale, ça a inspiré énormément de dystopies plus tard. Donc, numéro 6, on passe sur un truc un petit peu plus gai, on va dire. On va parler donc d'un roman young adulte, je vais vous parler de Phobos. Alors là, je vais vous parler que du premier tome, puisque en fait, je n'ai lu que celui-ci, mais il m'avait plutôt plu, et il existe en bande dessinée que j'ai découvert il y a pas longtemps, et pareil, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, j'ai bien aimé la bande dessinée, les dessins sont magnifiques. Alors, bref, c'est écrit par Victor Dixon, et dans Phobos, on est dans un monde où tout a été privatisé, tout est privatisé, c'est-à-dire que la NASA a été privatisée et a été rachetée par une chaîne de télévision qui décide d'envoyer en fait sur Mars, parce qu'ils ont construit une colonie sur Mars, des enfants, plutôt des adolescents, tout simplement pour voir si les installations sur Mars fonctionnent bien. Et pour ramener un maximum d'argent pour construire toute cette colonie en vue d'installer plus tard des humains, eh bien, ils font un jeu de télé-réalité. Oui, encore, je crois que ça marche bien. Les dystopies, jeux de télé-réalité, ça marche bien. Et on suit une personne, une fille, je crois que c'est une Française qui est envoyée avec 6 autres filles, 7 autres garçons, je vais y arriver. Et dans tout le tome 1, filles et garçons sont séparés. Ils vivent chacun dans des capsules différentes, et c'est une sorte de gros speed dating pour savoir à la fin quels couples vont être formés. Puisque oui, j'ai oublié de vous dire, c'est ça un peu la finalité de ce voyage, c'est de former des couples pour que ensuite ils puissent se reproduire. Ça fait très élevage, mais bon, c'est un peu ça. Et faire en fait une première génération de colons, de martiens dans la colonie. J'ai mis quoi en numéro 6? Alors en numéro 5 c'est pareil, alors peut-être que ça c'est moins connu, oui parce que ma liste elle est juste à côté, c'est pour ça que je regarde à gauche. On va parler de Les 100, ça a été aussi adapté en série télé. Alors j'avais regardé, moi j'ai découvert les 100, alors c'est 100 ou les 100, je sais jamais. Moi j'ai découvert la série télé la première saison et j'ai lu ensuite. Et après, j'avoue que je suis pas allée jusqu'au bout parce que je me suis un petit peu lassée. Mais en tout cas, je comptais vous en parler parce que voilà, l'idée est plutôt bonne. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire pourquoi je l'ai mis en 6ème position, puisque finalement je préfère Hunger Games, le meilleur des mondes, et Battle Royale. Voilà, je vous avais dit que ce classement ne voulait rien dire, en tout cas le début. Alors, dans les 100, on est pareil, on est sur une Terre, on est plutôt dans un futur
proche, lointain, mais en tout cas c'est dans le futur, puisque la population en fait a dû quitter précipitamment la Terre et se retrouve, en tout cas les rares survivants, et on parle de 100, 200 personnes peut-être, se retrouvent en fait autour de la Terre dans un vaisseau spatial en orbite. Et voilà, donc c'est la survie dans ce vaisseau, il y a très peu de vivres, le système est tel que quand vous êtes condamné à mort, vous êtes envoyé sur la Terre. Et l'héroïne qu'on suit, pour une raison qui m'échappe, je ne m'en souviens plus, se retrouve bien sûr parmi ces condamnés, et va plonger donc avec 10 ou 15 autres adolescents de son âge, oui, parce que comme par hasard ce sont que des adolescents qui sont envoyés en tout cas, et elles se retrouvent sur Terre. Tout le monde pense qu'ils vont mourir parce qu'il y a potentiellement des radiations et tout, sauf que non, et bien en fait tout se passe bien, et c'est même pire parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des gens qui habitent encore sur Terre. Voilà, donc c'est tout ce qui va se passer, voilà, je vous raconte pas la suite. C'est à nouveau une très bonne idée. Là je vous ai mis l'année de grâce, je vous en avais déjà parlé sur cette chaîne, j'avais beaucoup aimé, je me souviens plus qui l'a écrit, et d'ailleurs les 100 je me souviens plus non plus, bah, à chaque fois je mettrai le titre ici. Alors, l'année de grâce, alors là on est dans un monde où l'homme et la femme ne sont clairement pas égaux. Arrivé à un certain âge, en fait, les femmes sont envoyées à l'extérieur de la ville pour passer une année, l'année de grâce, pour perdre leur magie. Parce que, d'après les croyances, les femmes sont pas des sorcières, mais ont une sorte de magie qui est tentatrice et qui tente les hommes. Donc, ces femmes sont invitées à partir, et l'héroïne arrive pile poil à l'âge où elle doit le faire cette année de grâce. Et juste avant de faire cette année de grâce, en fait, il y a des garçons, des filles, et les filles en fait sont fiancées avec des garçons, et c'est des garçons bien sûr qui choisissent avec quelle fille elles veulent aller. Je vous dis pas, et toutes les filles ne trouvent pas preneur, hein. Et les filles qui ne trouvent pas de mari, en tout cas qui ne sont pas, qu'on leur offre pas un ruban ou quelque chose comme ça, je crois que c'est ça la symbolique, eh bien elles savent que leur destin ça va être de sortir de la ville et de travailler en périphérie, dans les champs, ou alors comme servantes, enfin en gros des trucs qui sont pour eux, hein, bien sûr, qui sont dénués d'intérêt et surtout qui sont déshonorants. En numéro 4, j'ai mis Métro 2033. Alors là, on est sur un livre écrit par un Russe. Pareil, je mettrai le nom juste ici. Alors, on est dans un monde où, pareil, il y a eu une guerre nucléaire. En tout cas, l'air à l'extérieur est toxique. Et tous les habitants se sont réfugiés dans les métros. Alors, ça se passe à Moscou. Donc, vous avez une carte des vraies lignes de métro de Moscou, et chaque arrêt, chaque station de métro est en fait une nouvelle ville. Certaines villes sont reliées entre elles et forment des républiques, il y a d'autres qui vont former des empires, il y a des endroits où c'est plutôt communiste, il y a des endroits où c'est très néo-nazi, etc. Et vous avez des lignes qui forment des voies commerciales, etc. Donc ça c'est vraiment une très bonne idée. Le métro 2033, je l'avais découvert il y a un an, j'ai énormément adoré l'idée, le style et tout ça, il n'y a pas de souci, le personnage était sympa. J'avais trouvé qu'il y avait quelques petites longueurs, mais je pense qu'il faudrait que je le relise, j'étais à ce moment-là pas dans un bon mood, je pense, pour lire Métro 2033. Et je me suis procuré Rive Gauche, qui est chez La Talente, qui est la version de 2033, mais c'est à la même époque, mais en France, à Paris. Et c'est écrit par, bon pareil, je vous mettrai le nom parce que j'ai oublié, un auteur français très très connu. Et donc voilà, donc Métro 2033, il y a ensuite une suite, c'est Métro 2034, je crois, et celle-là par contre je l'ai pas lu, donc je peux pas vous dire malheureusement ce que j'en pense. Alors, en numéro 2, j'ai mis un roman qui est très connu, que je vous avais présenté déjà sur la chaîne, mais en version bande dessinée. On va parler de 1984. Donc, comme le titre l'indique, l'action se passe en 1984. On a dans le monde 3-4 blocs. 4, 3, je m'en rappelle plus. Je pourrais pas par contre vous redire les noms, j'en suis incapable. Mais nous, en tout cas, on est en Angleterre, à Londres, où le régime est totalitaire. Pas de liberté de penser, pas de presse, pas de religion. Chaque logement, en fait, est surveillé par des caméras, et à chaque fois on vous dit partout dans la rue, sur des publicités, attention, Big Brother vous regarde, vous pouvez rien faire, vous ne pouvez pas faire un pas de côté sans qu'on vous attrape, et voilà. Il y a aussi une police qui est très répressive, une police de la pensée,
Ouais, je crois que c'est ça. Je m'impressionne. Qui voilà, contrôle un peu ce que vos opinions politiques. Parce que, en fait, vous pouvez pas en avoir. Vous ne pouvez être que pour le système qui est en place. Et on suit un personnage qui, je ne m'en parle plus comment il s'appelle, mais en tout cas, ce personnage principal travaille aux archives. Et Londres, car l'État totalitaire où se trouve le personnage principal, déclare la guerre au bloc européen. Et il se rend compte, le personnage principal, que c'est bizarre, il y a quelques jours, ils étaient tous amis, copains, et il comprend pas les raisons de cette guerre. Est-ce que déjà la guerre existe vraiment? Voilà, il comprend pas, et surtout que lui, son boulot en tant qu'archiviste, c'est de gommer l'histoire. Cocasse, forcément. Et il faut qu'il supprime toute trace de cette amitié avec avec le bloc européen. Donc c'est là où il se rend compte que, voilà, il se pose des questions, pourquoi, et lui, il va écrire en fait un journal, ce qui est bien sûr strictement interdit, et il va être, contrairement aux autres, un peu plus éveillé et se poser donc des questions. Voilà, et je vous raconte pas jusqu'où ça va le mener. Voilà, donc ça c'est 1984 par George Orwell. Ensuite, on va passer au numéro 1, et en numéro 1, j'ai mis La Servante écarlate. Alors, La Servante écarlate de Margaret Atwood se passe dans un monde dystopique, oui forcément, et on est aux États-Unis, où là, contrairement aux autres histoires que je vous ai racontées, on est dans un récit où la religion est omniprésente. Les femmes sont catégorisées, il y a ce que vous pouvez rêver de mieux si vous êtes une femme, c'est de devenir, alors j'ai oublié le nom des catégories, mais en gros être l'épouse d'une femme riche. Ensuite, vous avez les femmes qui sont les domestiques, qui font la cuisine, le ménage, etc. Vous avez des femmes, c'est pas dans l'ordre, hein, je les donne en fonction de ce que je me souviens. Vous avez les femmes qui sont prostituées, vous avez les femmes d'hommes pauvres, et vous avez les servantes écarlates, c'est-à-dire les femmes qui n'ont qu'un seul but, la reproduction. Parce qu'on est dans un monde qui est assez toxique, où la natalité est très mauvaise. Il y a beaucoup d'enfants morts-nés à cause de ces vapeurs toxiques. Les vieilles dames, les handicapés malheureusement, etc. Elles sont envoyées loin pour nettoyer tout ce qui est toxique. Donc vous imaginez bien qu'elles survivent pas très longtemps. On suit donc une des servantes écarlates qui va nous expliquer sa vie en tant que servante écarlate, mais elle va aussi nous expliquer sa vie avant que les États-Unis sombrent dans ce régime totalitaire, et elle va nous expliquer aussi sa vie au moment où elle est formée en tant que servante écarlate. Voilà. Donc c'est assez poignant. Si vous n'avez pas trop le moral, c'est pas forcément ce genre de livre qu'il faut lire. Alors c'est clair que les dystopies, même en général, les dystopies c'est pas très très gai. Mais celle-là, clairement, même la série, bon si vous avez le bourdon, c'est pas le moment. Mais ça reste cependant un très beau texte et une très bonne idée. Voilà, j'espère que dans ces 10 romans que je vous ai proposés, il y en a au moins un qui vous donnera envie, ou en tout cas au moins un que vous ne connaissez pas. On se retrouve nous très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, des bisous, ciao ciao.